Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cet épisode de podcast pour parler du triangle de Karpman. Je vous avais parlé la semaine dernière du fait que ces derniers temps, j'avais traversé des crises et également des prises de conscience. J'ai passé les vacances en famille. J'ai une amie qui m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée tellement juste. Elle m'a dit: si tu veux savoir comment tu as évolué dans ton bien-être et ton chemin de développement personnel, passe du temps en famille. Et c'est totalement vrai, en fait, d'avoir que nous avons évolué, nous avons changé à l'intérieur de nous et on va retrouver d'anciennes dynamiques, d'anciens conflits. Ça va réveiller d'anciennes blessures, de passer du temps finalement avec les personnes qui nous ont construites. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi tout cet été, où ça a été assez intense, assez remuant, et pour le mieux. C'est là aussi où j'ai vu que j'ai pu effectivement avancer sur certains points dont j'ai été très fière et avoir encore du travail sur d'autres, et c'est normal. En tout cas, le point où j'ai pu avancer, le point où j'ai été réellement contente de voir cette évolution, c'est sur ce fameux triangle de Karpman. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de vous en faire un épisode aujourd'hui. C'est assez connu et pourtant je trouve que c'est toujours bien de le rappeler, d'aller l'analyser, d'aller le comprendre et de voir comment dans une situation concrète, on peut aller s'en extraire. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc le triangle de Karpman, qui est aussi appelé le triangle dramatique, c'est un modèle de relation dysfonctionnelle qui est décrit par Stephen Karpman en 1968. Ce modèle, il se compose de 3 rôles principaux: la victime, le persécuteur et le sauveur. Et chacun de ces rôles contribue à maintenir un cycle de conflit et de souffrance émotionnelle. Il a été développé dans le contexte de l'analyse transactionnelle, une théorie fondée par Eric Berne dans les années 1950. L'analyse transactionnelle, c'est une méthode de psychothérapie qui examine les interactions sociales ou les transactions entre les individus pour comprendre les dynamiques relationnelles et les comportements. Eric Berne, c'est un psychiatre canadien qui a introduit l'analyse transactionnelle pour expliquer comment les personnes interagissent en fonction de 3 états du moi: le parent, l'adulte et l'enfant. Et ces états influencent la manière dont nous communiquons et nous réagissons dans diverses situations. Karpman, qui étudiait sous la direction de Berne, il a utilisé ces concepts pour formaliser le triangle dramatique. Un modèle donc qui décrit les interactions dysfonctionnelles où les individus adoptent inconsciemment les rôles de victime, persécuteur et sauveur. Et Karpman, il a choisi le terme triangle dramatique pour souligner le caractère répétitif et théâtral de ces échanges, où les individus jouent souvent les mêmes rôles, presque comme s'ils étaient dans une pièce de théâtre. Le terme met en lumière l'aspect scénarisé et prévisible de ces dynamiques, ce qui reflète le concept de jeu en analyse transactionnelle, où les interactions conduisent souvent à des résultats attendus et négatifs. Donc, l'influence de l'analyse transactionnelle est fondamentale dans le développement du triangle de Karpman, qui sert à illustrer les jeux psychologiques et les scénarios inconscients qui se rejouent constamment dans les relations humaines. Durant mes vacances en famille, j'ai pu expérimenter les 3 rôles et bien évidemment, on peut en fait l'expérimenter tout au long de sa vie, dans différentes interactions et dans différents contextes. Et les 3 rôles sont interchangeables en fonction de notre état émotionnel, de la personne qu'on a en face, en fonction de la dynamique qui va se jouer, en fonction des blessures qui vont se réveiller. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce sont des rôles qui
même s'ils sont connus, sont joués de façon inconsciente. C'est plus fort que nous. Donc de prime abord, effectivement, ça va être le premier réflexe d'aller dans l'un des rôles et de le développer, de le jouer. Là où c'est intéressant, ça va être de pouvoir s'en apercevoir. Donc les 3 rôles, c'est quoi? C'est la victime. La victime, c'est celle qui se perçoit comme impuissante et va chercher souvent un sauveur pour l'aider, tout en rejetant la responsabilité de sa situation. C'est un rôle qui est assez facile à prendre parce qu'on a l'impression que finalement le problème il vient de l'extérieur et qu'on n'a aucune emprise dessus. Ce n'est pas de notre faute, ça vient d'une autre personne, ça vient de la situation, ça vient du contexte, ça vient de la société. Finalement, on a l'impression de subir, de ne pas avoir le choix. C'est un peu comme si tout ce qu'on pouvait mettre en place de toute façon ne changerait rien, et donc autant ne rien mettre en place et attendre quelqu'un d'extérieur pour nous aider. Il y a une phrase qui m'a marquée pendant ces vacances, sans rentrer dans les détails et savoir qui a dit quoi, mais en tout cas la personne qui était dans cette position de victime a sorti cette phrase: si vous m'aimiez, tout ça ne se serait jamais passé. Là, ça souligne vraiment le fait que on va mettre en place ce mur de protection qui déresponsabilise, comme si la personne n'avait finalement pas de responsabilité dans ce qui venait de se passer et qui attendait donc de l'extérieur un amour inconditionnel qui fait que on viendrait la sauver. C'est important de comprendre que ce rôle-là, à l'origine, ce sont des traumatismes et des sentiments d'impuissance qui sont enracinés depuis l'enfance, qui vont venir appuyer et conforter cette position de victime. Personne n'a envie d'être une victime consciemment, ou en tout cas c'est assez rare. C'est vraiment un besoin d'attention, un besoin de reconnaissance, un sentiment d'impuissance, de ne pas savoir faire, peut-être l'impression d'avoir été écrasé, d'avoir été abandonné. Il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte. Se dire que être une victime, les mots sont forts et peuvent être culpabilisants parfois peut-être, mais c'est plutôt de se dire que si je suis une victime, je peux en avoir conscience et donc je peux reprendre mon pouvoir. Et c'est ça que je vous invite à faire, à aller travailler sur déculpabiliser ce rôle de victime et simplement regarder sans jugement où est-ce qu'on en est. Ensuite, il y a le persécuteur. Donc le persécuteur, c'est celui qui va utiliser la critique et la domination pour masquer ses propres insécurités et éviter d'affronter ses émotions. Donc ça va être une personne qui va être effectivement dans de la critique, dans du jugement, qui va peut-être rabaisser la victime. Si cette personne elle agit comme ça, encore une fois, ce n'est que source de traumatisme, c'est une projection de sa douleur ou de la honte non résolue de l'enfance. Et pour éviter d'aller voir ses propres insécurités, pour éviter d'affronter pour lui ce négatif-là, il a trouvé cette solution de décharge, de domination. Et donc, c'est lui qui va engendrer un conflit à travers ses mots, à travers ses actes, à travers ses actions, ses paroles. Puis, il y a le sauveur. Le sauveur, c'est celui qui donc va intervenir pour aider la victime, souvent au détriment de ses propres besoins. En fait, ce rôle, il va chercher d'une certaine façon la validation extérieure de la victime, des personnes qui peuvent le voir, peut-être même du persécuteur. Et c'est un moyen pour lui de fuir ses propres problèmes émotionnels. À mon sens, c'est même le rôle le plus difficile à s'extraire parce que on vit dans cette société où c'est bien vu d'aider l'autre, où au contraire on va s'oublier et s'effacer pour pouvoir aider et accompagner l'autre. Et donc ça vient booster notre ego et en même temps ça continue finalement à alimenter ce triangle de Karpman. Pourquoi? Parce que quand on prend le rôle du sauveur, on ne laisse pas la possibilité à la victime de trouver sa propre solution. On continue d'alimenter le triangle et finalement, on peut peut-être même switcher d'un rôle à l'autre. Et c'est là où on se dit que s'extraire du triangle, c'est la seule solution pour réussir à avoir une dynamique relationnelle qui est saine. Parce qu'effectivement, les personnes dans le triangle de Karpman, elles peuvent passer d'un rôle à un autre, souvent de manière inconsciente. Par exemple, un sauveur peut devenir victime
si ses efforts ne sont pas appréciés, ou un persécuteur si sa patience s'épuise. La dynamique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de triangle, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, qui passe de l'un à l'autre et ainsi de suite. Le seul moyen vraiment de pouvoir retrouver un apaisement, c'est de complètement sortir de ce triangle. Et donc pour sortir de ce triangle, comment on fait? Déjà, ça va commencer par la prise de conscience et le choix. L'importance de reconnaître les rôles que l'on joue dans le triangle pour pouvoir s'en sortir. Encore une fois, c'est oser regarder la situation en face telle qu'elle est, sans chercher à la modifier dans un premier temps, sans chercher à juger et sans chercher à l'alimenter. Le but, c'est de simplement faire un état des lieux et constater que on est en train de jouer l'un des rôles, la victime, le sauveur, le persécuteur, et qu'on est en train de l'alimenter. Déjà, le fait de pouvoir le comprendre, ça va nous permettre de développer notre responsabilité personnelle. Et ensuite, ça va nous permettre de choisir des modes de communication qui sont plus assertifs et empathiques. Parce qu'on aura vu quel rôle on est en train de jouer, on a la possibilité de pouvoir s'en extraire et de trouver des solutions. Si je suis la victime et que je réalise que j'attends un sauveur extérieur, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir me dire, ça suffit, j'arrête, et je vais trouver ma propre solution. C'est quoi que je peux dire, c'est quoi que je peux faire pour m'extraire de cette situation et ne plus attendre une aide extérieure. Quelles sont les responsabilités que je peux prendre pour pouvoir avancer et faire évoluer cette dynamique. Si je suis le persécuteur, je peux me poser la question du « Ok, je suis le persécuteur, mais pourquoi j'ai ce besoin de jugement, pourquoi j'ai ce besoin de critiquer, ça me ramène à quoi dans ma propre vie ?» Et d'oser regarder mes parts d'ombre, mes parts de faiblesse et ces émotions désagréables que j'essaye de cacher, que j'essaye de nier à travers ce rôle-là. Le fait d'en plus de les voir, ça entame le processus de travail sur celle-ci. Et du coup, ça va permettre réellement de pouvoir, nous, en tant qu'individus, avancer et cheminer vers notre propre épanouissement personnel, en plus de retrouver une dynamique qui est plus saine. Et comme je le disais, le rôle du sauveur, je trouve que c'est le plus difficile à s'en extraire et pourtant c'est vraiment celui qui peut faire toute la différence. C'est de réaliser qu'on est dans le rôle du sauveur, qu'on a envie d'être dans cette aide empathique. Finalement, qu'en faisant ça, on empêche la victime de s'extraire de cette situation, de trouver ses propres solutions, et on continue d'alimenter le persécuteur. Donc je sais que parfois c'est difficile parce que non seulement, comme je le disais tout à l'heure, ça booste l'ego, ça fait du bien, on a envie d'aider la personne, on se dit aussi empathique, donc pour nous c'est compliqué de laisser une personne dans un mal-être, et parfois même quand en plus ça rentre dans des dynamiques relationnelles proches, comme la famille, comme les amis, comme le couple, on se dit mais c'est cette personne que j'apprécie, c'est cette personne que j'ai vu grandir, c'est cette personne que j'aime, je ne peux pas la laisser dans cette situation. C'est impossible. C'est pourquoi, pour moi, à mon sens, c'est la plus difficile à s'en extraire. Et pourtant, le fait de s'extraire de cette situation et de se dire, mais je ne peux agir que sur moi. Et la seule façon dont je peux agir actuellement, c'est de m'extraire de ce rôle de sauveur, de rendre la responsabilité à qui de droit et simplement d'être présente en soutien extérieur, sans en faire trop, sans rentrer dans cette dynamique-là. Et c'est ce qui va faire finalement la différence et rendre le pouvoir à chacun. Après, il y a plein de choses qu'on peut encore mettre en place, des stratégies pour passer d'une dynamique de triangle dramatique à des interactions plus équilibrées et respectueuses. Et ça peut inclure le développement de l'empathie. Souvent, les personnes qui sont persécutrices, c'est parce qu'elles vont se couper de leur empathie. Ça peut passer par des jeux de rôle ou des méditations ou de la visualisation du « et si je me mettais à la place de l'autre ». Le fait de développer cette empathie, ça va en fait surtout nous ramener à nous et nous dire « ok, mais si la personne elle a ressenti ça, ça veut dire que moi aussi je peux ressentir ça et ça veut dire que du coup, je peux aller travailler sur ça ». Ça va être également la mise en place de limites qui sont saines et pour tout le monde, la victime, le persécuteur, le sauveur. Encore une fois, c'est tellement important de savoir simplement écouter ses besoins, de savoir déjà juste
les identifier. C'est quelque chose qui est encore rare dans notre société, de simplement savoir de quoi on a besoin. Et ensuite de pouvoir les communiquer et les faire respecter. Et plus on fait ça de façon systématique, plus on arrive à prendre conscience de cela et à les communiquer, et bien plus la dynamique relationnelle, elle va prendre un pas qui nous convient. Et c'est des limites qui sont à revoir, bien évidemment, à chaque instant, et qui vont évoluer avec le temps, avec les événements, avec les personnes, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir les identifier et pouvoir les communiquer. Et bien évidemment, l'encouragement de l'autonomie des autres. Là, ça va vraiment être pour le rôle du sauveur principalement, mais en fait pas que. C'est que chacun prenne ses responsabilités, que chacun assume ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi comme à l'extérieur de soi, et que chacun puisse trouver sa propre autonomie. Comme un enfant qui va apprendre à s'habiller ou à manger, au début, effectivement, c'est un peu chaotique, et parfois, en tant qu'adulte, on est fatigué, on est pressé et on a envie d'aider à aller plus vite. Et pourtant, comme un enfant qui apprend, plus on le laisse faire, plus ce sera facile pour lui de le faire. Donc d'encourager cette dynamique d'autonomie. Et pour terminer, pratiquer l'autocompassion pour les erreurs passées et embrasser le pardon comme un outil pour rompre ces schémas de comportement toxiques. C'est quelque chose que je répète assez souvent, mais soyez indulgents avec vous-même. Soyez indulgents avec vos blessures, soyez indulgents avec vos parts d'ombre, soyez indulgents avec votre passé, soyez indulgents avec vous-même. On a tendance à s'auto-flageller dans cette société, et du coup on a tendance à être très dur avec soi et donc avec les autres, et de réaliser vraiment que on n'est pas parfait, de réaliser qu'on doit passer par des étapes qui sont douloureuses, par des comportements qui peuvent être toxiques et néfastes. Ça fait partie de notre chemin pour évoluer. Et donc de simplement oser regarder une situation sans jugement, avec simplement de la compassion pour soi et ce qui s'est passé, c'est déjà un début de je me pardonne et je pardonne à l'autre. Et si j'arrive à me pardonner et à pardonner à l'autre, ça ne veut pas forcément dire que cette personne ou cette situation va continuer dans notre vie, mais au contraire, ça va nous permettre de rompre avec ces schémas de comportement toxiques. Du coup, je vais vous inviter à aller chercher des situations que vous pouvez aller retravailler et savoir quel a été votre rôle. Avez-vous été victime, persécuteur, sauveur? Quelles sont les interactions que vous avez eues? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Pour en prendre conscience. Parce qu'encore une fois, je rappelle que tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut rien faire. Donc vraiment d'aller chercher cette prise de conscience qui est la base, qui est ultra importante. Et donc d'aller voir quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en place pour sortir de ce schéma. Et si ce sujet vous a plu, je vous invite à venir en parler en commentaire pour l'approfondir. Je vous invite à venir me parler directement pour pouvoir échanger. Et si vous avez envie d'être accompagné pour sortir de ce triangle de Cartman, autorisez-vous à prendre rendez-vous, à me contacter, aussi bien pour des séances individuelles privées que pour des conférences et des ateliers de groupe. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous aidera à avancer pour retrouver vos propres rôles, votre propre identité et votre propre autonomie qui amène à la liberté. Je vous dis à très bientôt.